Interview Madame Gopetti, première. Bonjour. Bonjour Fiona. Euh, Quand on vous dit décrochage scolaire, à quoi pensez-vous? Décrochage scolaire, je pense aux élèves qui sortent en fin de collège, quatrième, troisième sans diplôme et qui auront du mal du coup à trouver du travail dans la société parce que sans formation c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous former ou qui va vous faire confiance pour vous former. Et que ressentez-vous quand vous êtes face à un élève en décrochage? De l'énervement, parce que je me dis quelquefois, on a fait plein de choses pour eux et ils n'arrivent pas à retrouver cette force intérieure pour dépasser leurs soucis, pour dépasser les tentations. Et ça, c'est énervant parce que je me dis, dans 5 ans, si je les revois, parce que j'en vois quand même pas mal, beaucoup d'élèves, et ils me disent, ah si on vous avait écouté, madame, et j'ai envie de leur dire, eh oui, c'est dommage parce que c'est du temps gâché. Et ça, je suis énervée parce que je me dis, vous pouvez tous vous en sortir et c'est gâcher les possibilités que vous avez à 15 ans. Donc je suis énervée en général. Et quelles sont selon vous les raisons du décrochage scolaire? Alors les raisons du décrochage scolaire, c'est absolument pas des problèmes cognitifs. Vous avez tous les capacités intellectuelles pour réussir. Hein, y a aucun souci. Je vois même des élèves qui sont très, très brillants, très intelligents. Alors pourquoi décrochage scolaire? Parce que l'école vous ennuie. Alors c'est vrai qu'il y a des matières où vous n'aimez pas forcément l'art plastique, la musique, la techno ou les maths. Ça parce que donc ça vous ennuie. Soit vous avez accumulé tellement de lacunes que de toute façon en mathématiques, le théorème de Thalès pour vous c'est du chinois. Donc du coup vous êtes perdu et quand on est perdu on n'écoute plus, on s'ennuie, quand on s'ennuie on discute, on s'amuse avec ses camarades. Également parce que certains vous avez des soucis familiaux importants et donc ça vous pèse dans l'apprentissage de vos leçons. Pour moi, voilà, ce sont ces trois choses qui vous empêchent de voir que le seul moyen de s'en sortir, c'est l'école. Hein, souvent, ce que je dis aux jeunes filles, le seul moyen de s'en sortir dans la vie, c'est de se marier ou d'avoir un métier. Alors, se marier, bon, c'est pas forcément la solution idéale, hein, vous êtes toutes d'accord avec moi. Et puis, se marier, pour avoir un mari intéressant, il faut faire des études. Parce qu'autrement, se marier avec quelqu'un qui n'est pas intéressant, c'est pas le but. Et puis faire des études, c'est le moyen de s'en sortir. Mais n'importe quelle étude, mais au moins de savoir faire quelque chose et d'être performant dans ce que vous faites. Même avec un CAP restauration, on s'en sort très bien. Et vous, quel genre d'élève vous étiez? Alors quel genre d'élève? J'adorais l'école. Alors moi, depuis toute petite, j'aime l'école. Même maintenant, vous voyez, j'y viens encore volontiers le matin en souriant, de bonne humeur. J'ai toujours aimé l'école parce qu'on apprenait plein de choses. J'ai toujours été curieuse. Donc on apprenait plein de choses. Même, alors c'est vrai, comme vous, les maths, des fois, j'étais perdue. Je me disais, oh là là, surtout la géométrie. Qu'est-ce qu'il me raconte, le prof? Je ne voyais absolument pas. Avec les petits chapeaux chinois, tout ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Donc, mais même si ça ne m'intéressait pas, les mathématiques, par exemple, j'avais intérêt à être sérieuse parce qu'à la maison, ça rigolait pas. Ouh, j'avais intérêt à filer droit. Donc j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours été curieuse et je me suis toujours dit que de toute façon il fallait que je réussisse à l'école parce que je voulais être indépendante, je voulais avoir un métier, je voulais gagner de l'argent et je voulais avoir une vie intéressante. Donc je me suis dit, moi je voyais des copines qui disaient ah non moi je vais me marier, je vais arrêter après le brevet ou après le bac, je me dis non ça c'est pas pour moi. Donc j'ai toujours été motivée pour même si quelquefois les cours n'étaient pas toujours intéressants, hein, comme vous, il y a des fois je m'ennuyais en cours, par contre je discutais pas. Mais je m'ennuyais en cours, mais bon, j'avais l'objectif. J'avais l'objectif et je me suis encore ennuyée en fac, hein. Mais bon, j'arrivais à tenir. Et que faisiez-vous avant d'être principale? Avant d'être principale, j'étais proviseur adjoint dans un lycée, dans un lycée d'Argenteuil, et avant d'être ce qu'on appelle personnel de direction, j'étais professeur d'histoire-géographie. J'ai essentiellement fait ma carrière au lycée. J'étais prof au lycée, seconde, première, terminale et même en BTS. Et pourquoi avez-vous décidé de devenir principale? Pourquoi j'ai devenu professeur? Non, principale. Alors pourquoi? Mes enfants avaient grandi, donc ils avaient moins besoin de moi, parce que quand on est prof, j'avais choisi ce métier pour être pas mal avec mes enfants, avoir un emploi du temps où je travaillais beaucoup, mais je travaillais chez moi. Là, je travaille beaucoup aussi, mais je travaille à l'extérieur. Donc, mes enfants ont grandi, donc je me dis, ils ont moins besoin de moi. Et puis, je commençais à me lasser de l'enseignement. Et je m'étais toujours dit, à partir du moment où je commence à me lasser de l'enseignement, où les élèves commencent à m'énerver, parce qu'il faut supporter les élèves hein, aussi. Hein,
eh bien, je me dis, il faut changer parce que je pense que c'est un métier, euh, l'enseignement, passer un message, il faut toujours avoir la pêche, il faut toujours être optimiste parce qu'autrement, après, ça dénature son enseignement. Et, comment avez-vous réagi quand vous avez su que vous allez travailler dans le 93? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai des amis qui m'ont appelé. Dernièrement, ils m'ont dit, t'es puni? Je dis, bah pourquoi? Il me dit, bah t'as vu où t'es? T'es dans un collège difficile. Quand on tape collège Pablo Neruda, c'est des grèves, des violences, des agressions, tout ça. Et ils m'ont dit, mais t'es puni? Je dis, non, je suis pas puni. J'ai fait le choix de venir dans le 93. Et à l'origine, je devais rester dans le 95. Et puis le poste qui devait être pour moi, bah, en fin de compte, il n'a pas été libéré. Il ne s'est pas libéré. Donc on m'a dit, Madame Gobetti, vous vouliez muter? Est-ce que vous intéresse d'aller dans le 93? Vous avez un quart d'heure pour vous décider. Alors j'ai réfléchi, j'ai tapé sur le site du collège où j'ai vu concert de jazz de Madame Dose, des choses très bien, puis je me dis, bof, allez, j'y vais, j'ai dit oui, puis je suis arrivée comme ça. Mais je suis de nature optimiste, donc, et ça me... Passer la frontière des départements ne m'a jamais posé problème. Je viens du 92, je suis allée travailler en 95, j'ai même changé d'académie, mais ça ne me gêne pas, j'aime bien bouger. Et pensez-vous que la cité, c'est une influence envers les jeunes? Oui. Ah oui. Oui, c'est une influence vers vous parce que, alors d'une part, vous connaissez tous. Hein, donc ça peut être bien, ça peut être un terrain de jeu, la cité. On sort en bas de chez soi, on a des copains. Moi, j'ai vécu dans des ensembles comme ça, c'était génial parce que le soir, en fin de journée, on faisait du roller, on faisait du skateboard. Donc c'est bien. Mais en même temps, vous avez un autre rapport à la vie qui, pour certains, est difficile et fait de violence. Et fait également, ce que je vous reproche, notamment quand je vois les petits sixièmes, c'est que vous n'avez pas d'empathie. Hein, vous avez été élevé avec l'idée la vie est difficile, la vie ne vous fait pas de cadeaux, donc vous n'avez pas quelquefois cette notion de gentillesse vis-à-vis des autres, vis-à-vis des difficultés. Et la chose qui m'a frappée, alors ça a quelque chose qui me scandalise, c'est que les remarques sur, par exemple, les non-francophones, les petits Pakistanais qui arrivent, les jeunes qui débarquent du pays, qui ne savent pas parler français, qui ne s'habillent pas comme vous, eh ben vous n'avez pas cette tolérance vis-à-vis d'eux, vous n'avez pas cette gentillesse. Je dis vous en général, hein. Et ça m'a frappée. Le fait que vous soyez dur entre vous. Alors c'est la vie qui vous l'a appris, mais ça m'a choquée. Et qu'est-ce que ça vous fait de vivre un élève? Alors quelquefois je me dis c'est bénéfique pour lui. Et quand je les suis, parce que oui, vous me regardez avec grands yeux, ça peut être bénéfique parce que pour certains c'est changer de milieu, justement changer de l'influence de la cité. Commencer avec une autre image, pas l'image de celui qui roule les mécaniques, l'amuseur de classe. Et donc ça peut être se dire, bah oui, peut se dire j'ai franchi une limite. Et donc maintenant, voilà ce qui m'est arrivé. Et commencer une nouvelle vie. Et quelquefois c'est décevant parce que quelquefois on a mis plein de choses et on se rend compte qu'il faut aller jusqu'au bout de la sanction. La sanction peut être éducative. Hein, une sanction, c'est également pour vous un moyen de comprendre que tout n'est pas permis dans la vie, et qu'il y a des limites. Et si vous n'acceptez pas les limites, si vous ne comprenez pas qu'il y a des limites, eh ben, vous n'avancez pas. Grandir, c'est accepter les limites, comprendre les contraintes, comprendre comment fonctionne la société. Hein, et donc, pour certains, changer d'établissement, c'est bénéfique. Et comment faites-vous pour gérer un établissement scolaire? Comment je fais? Avec de l'énergie. Hein, parce qu'il y a du travail. Je suis aidée par des adjointes. J'ai Madame Darquier qui est la principale adjointe du collège. J'ai Madame Thomas qui est mon autre adjointe sur le plan de la gestion. Hein, donc je suis aidée. Puis l'établissement, c'est également les profs. Hein, on a beau dire le principal, mais c'est également l'implication de l'équipe éducative, les enseignants, les CPE, les surveillants. Donc c'est vraiment pas une personne qui dirige un établissement scolaire, c'est tout un ensemble de personnes. Et puis il faut donner le cap. Et les agents aussi, ceux qui nettoient les salles, ceux qui s'occupent de la propreté de l'établissement également font partie du collège. Et puis il faut donner le cap, faut écouter. Je pense qu'il faut écouter, mais il ne faut pas hésiter à trancher, à sanctionner et donner l'exemple. Et quel a été le pire moment de votre carrière? Le pire moment de ma carrière, c'est quand, dans mon ancien établissement, des jeunes filles ont été... je les ai obligées à déposer plainte pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Et c'était des choses qu'elles subissaient depuis un certain temps. Alors les garçons disaient, mais disent rien madame, et puis ils continuaient. Et ça a été difficile parce que
j'ai vu qu'elles avaient subi des choses qui avaient pesé sur leur morale, qui avaient pesé sur leur personnalité. Et de l'autre côté, moi, les parents ou les grands frères de ces 2 ou 3 garçons, eh ben, m'ont menacé, ont menacé ces jeunes filles. Donc ça, c'était difficile à gérer parce que c'est éprouvant. Et quel a été le meilleur? Le meilleur, c'est le meilleur. Par exemple, là, j'ai un de mes anciens élèves qui est venu à Pierrefitte, qui était d'Argenteuil, qui était un élève qui est en fin de première. Je lui dis, toi, tu passes pas en terminale, tu fais rien. Il me dit, si, madame, je suis bon. Je lui dis, bah non, pour l'instant, t'es pas bon, tu ne passes pas. Je lui dis, je te ferai passer en terminale seulement si tu réussis ton bac de français, ton bac d'histoire. Il m'a dit, vous allez voir. Il a réussi. Je lui ai mis la pression. Il a eu son bac avec mention. Il est allé en classe préparatoire à Saint-Ouen-l'Aumône. Il a arrêté parce qu'il était obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Il a eu son BTS. Alors je l'appelais peut-être fois BTS. Je lui dis, t'es où Karim, tu dors? Donc tu te lèves là. Et il est revenu me voir pour me remercier parce qu'il me dit, grâce à vous, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS. Et maintenant, je vais postuler pour faire une classe préparatoire pour aller à l'école d'ingénieur. Donc vous voyez, ça fait partie des aspects positifs. Ou une autre fois, j'ai vu un élève, j'étais au cinéma avec ma fille. Puis il me dit, ah, madame, vous n'êtes pas madame Gobiti qui était professeure d'histoire-géographie? J'ai dit, si. Il me dit, ah, madame, votre cours était intéressant, j'ai suivi vos cours. Je n'étais pas le meilleur, mais j'ai tout suivi et maintenant je suis avocat. Donc ce n'était pas un élève brillant, mais il m'a dit, j'ai suivi vos conseils de méthodologie et maintenant je suis avocat, j'ai monté mon propre cabinet d'avocat. Voilà, c'est ça qui fait que dans 2 ans, 3 ans, on retrouve des anciens élèves et grâce à leur personnalité, parce qu'ils se sont accrochés, ils s'en sont sortis dans la vie. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. D'accord. Et quelle question aimeriez-vous me poser? Comment tu te vois dans 10 ans? Si, il faut travailler, oui, et travailler donc où? Dans une crèche. Dans une crèche avec des enfants. Avec des enfants. Voilà. Bah déjà, tu as un objectif. Et si tu n'y arrives pas? Je sais pas. Voilà, hein, parce que moi, c'est ce que je dis souvent aux élèves. Je dis, moi, je veux être médecin. Hein, mon rêve, c'était d'être médecin, puis d'ouvrir les estomacs, d'aller prendre les intestins. Vraiment, c'est ce que je voulais faire, chirurgie digestive. Et en fin de compte, bah, comme vous, je suis arrivée au collège, au lycée. Bah, je me suis dit, bah, les maths, c'est pas pour moi, donc je ne ferai jamais médecine. Hein. J'ai le concours d'infirmière, après je me suis dit, non, l'infirmière, ça ne me plaît pas. Et toi, j'ai bifurqué vers des études de sciences humaines. Donc tu vois, et je ne regrette pas. Donc faut jamais regarder vers l'arrière, il faut toujours aller vers l'avant, trouver qu'il y aura toujours quelque chose qui fera que vous trouverez une solution à tous vos problèmes. D'accord, bah, je vous remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà. Ben alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview? Ah, c'est des questions classiques hein, qu'on pose souvent à un personnel de direction, à un enseignant. Par contre, ce qui manquait peut-être, la notion de mobilité. Tu l'as abordé quand tu m'as demandé pourquoi vous êtes venu dans le 9-3, mais tu aurais pu me demander quelle a été ma mobilité professionnelle ou personnelle. Hein, c'est l'idée de montrer que, par exemple, ce que je remarque, c'est que souvent, vous êtes né dans un endroit et vous travaillez dans ce même endroit. Vous avez peur? Vous avez peur? Vous dites, alors partir loin, quitter la cité, quitter la ville où je suis née? Est-ce que vous avez été déçu du Mostra dans les... Non. Pas du tout. Ah non. Non. Parce qu'en fait, c'est pas un exercice simple. On a préparé des questions, donc après c'est difficile. On n'est pas vraiment dans l'échange comme si c'était des. Et on a travaillé sur la posture, sur. Tout ça, c'est pas forcément comme si c'est moi qui posais. Oui. Non, mais c'est vrai que vous auriez pu. La question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu aurais pu me dire moi je vais quitter la Seine-Saint-Denis, moi je veux voyager, moi je veux aller m'installer dans une ville de province. Moi je suis née en province et mon objectif à moi c'était d'aller à Paris. Pour moi, Paris, c'était la liberté, c'était l'anonymat, c'était la possibilité de faire tout ce qu'on veut sans être jugé. C'est vrai que moi je vais rester ici. Toi, tu veux rester ici? Rester ici, pour avoir mes études, je vais partir plus loin. Mais après, pour travailler, Ah ouais. Alors tu vois, moi, c'était vraiment, j'étais dans une ville de province, j'étais bien, mais moi, je suis partie comme ça, justement, je suis partie toute seule. Et c'était l'aventure, j'aimais bien.
Non, j'ai pas fugué. Oh, non. Mais voilà, et je suis repartie après. J'ai émigré dans d'autres pays étrangers, toute seule, ou avec ma famille, mais on était voilà, sans connaître personne. Je suis venue ici, je ne connais personne. Par exemple, je suis arrivée ici, je connais aucun autre membre de professeur, personnel de direction. Et ça, voilà, j'ai pas eu cette peur de l'inconnu et cette peur d'être seule pour démarrer quelque chose. Et ça vous manque, je trouve. Vous êtes recroquevillés sur vos amis, sur ce que vous connaissez, et vous avez un peu la peur de l'inconnu. Alors moi j'ai 2 questions. La première c'est que quand on a préparé les interviews, vous anticipiez les réponses de Mme Gobetti. Ça n'a pas été ça. Vous avez vu? Au lieu de spéculer sur « Ah oui, mais je suis sûr qu'elle va répondre ça ou ça », vous avez vu que les réponses, j'imagine, qui vous ont surpris. Alors, une question Laquelle qui vous a surpris? Quelle réponse vous a surpris? Mike? Quand je dis que c'est bénéfique de virer les élèves. Ah bah oui. Au bout d'un temps, quand tu menaces et que tu punis pas, c'est comme tes parents. Quand te disent, attends, si tu continues, tu vas avoir une fessée, si tu continues, il va être puni. Et puis au bout d'un temps, si rien n'arrive, tu vas dire, cause toujours, tu m'intéresses, je fais ce que je veux. T'es d'accord avec moi? Bah, c'est le même principe. Moi j'ai une question par rapport à quand Mme Gobetti disait que, alors l'empathie, alors c'est peut-être pas un mot que vous connaissez, c'est avoir un peu de, comment définir l'empathie? Non, c'est pas que Non, ça. c'est Un peu de compréhension. de compassion. De compassion, ouais, oui. c'est compassion, le mot vous comprenez, compassion? Oui. Et que vous n'êtes pas, finalement, vous n'êtes pas tolérant, vous discriminez les nouveaux et tout. Est-ce que c'est quelque chose que vous, quand on vous dit ça, vous pensez quoi de ça? Oui, c'est parce qu'on est tous comme ça entre nous. Oui. C'est avec les nouveaux ou ceux qu'on aime, on est tous durs comme ça. Oui, c'est pour ça que je dis l'influence de la cité là-dessus. C'est ça, je trouve ça marquant. On n'habite pas tous dans une cité. Non, mais la cité, le fait d'être dans un milieu quand même difficile, qui vous fait pas de cadeaux. Et ça me frappe. Même quand je vois des petits, où vous vous moquez soit de vos physiquement, ou de votre accent, de plein de choses. Et ça me... Alors moi, j'ai toujours détesté ça. Hein. Moi, tout ce qui est se moquer des autres, j'ai jamais aimé. Toute petite, je n'ai jamais aimé ça. Donc ça, c'est quelque chose, comme vous dites, qui me sort par les pores du nez. Quand on se moque ou quand C'est pour s'amuser, vous me dites. Mais c'est ceux qu'on préfère le plus. Ouais, mais au bout d'un temps, les mots peuvent faire mal. Les mots peuvent faire mal. Après ça, la personne elle est forte. Oui, mais bon, c'est pas évident. Fort, toi. Mais- C'est pas évident. Au bout d'un temps, quand on se moque sans arrêt, je sais pas, moi, si on se moquait sans arrêt des cheveux de Dumi, voilà, au bout d'un temps, on te dit, bon, bah ça va. Une question par rapport une question par rapport au langage. Il y a certains, parce qu'il y a quand même un argot de quartier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué? Il y a certains profs qui viennent pas de banlieue parisienne, qui arrivent ici, qui comprennent pas parfois des phrases entières des élèves. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai jamais parlé argot. Moi, pour moi, même quand j'étais ado, il y avait l'argot, ou le verlan, enfin, vraiment des choses, ça, j'ai jamais parlé. Ce vocabulaire-là, moi, je parlais français. Jamais dit wesh. Non, alors là, non. Non, j'ai toujours bien parlé. Même le verlan, quand j'avais votre âge, on parlait verlan, moi je comprenais rien, puis je me bourrais, parle pas français, c'est quand même beaucoup plus simple à suivre. Et donc ça, voilà, j'ai jamais été pour les langages de groupe. Peut-être parce qu'aussi je m'intégrais pas dans un groupe, j'étais trop indépendante. Mais c'est vrai que je vois certains profs, ou même Madame Darquet qui vient du sud-ouest, quelquefois elle me fait rire. Parce qu'il y a des gens qui lui parlent, elle me dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle ne connaît pas les expressions, elle ne connaît pas, oui, quelquefois l'argot que vous utilisez. Et donc oui, quelquefois ça me fait beaucoup rire parce que moi, quand même, je travaille quand même pas mal avec des jeunes, j'ai des jeunes enfants, des jeunes adolescents, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je connais. Je suis pas encore si has-been que ça, je connais encore le monde adolescent, et puis j'écoute beaucoup, je suis curieuse, et donc j'entends plein de choses. Mais c'est vrai que pour certains jeunes profs qui ont vécu dans un milieu un peu protégé, beaucoup de jeunes profs viennent de province aussi, et donc c'est étonnant. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à Nanterre. Et j'avais des cinquièmes, et à un moment, je leur disais, prenez votre crayon de bois. Ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'elle dit la prof, crayon de bois? Parce que chez moi, on dit crayon de bois, alors que après, j'ai appris à dire un crayon à papier. Vous voyez, quelquefois, moi aussi, j'utilisais des petits mots de ce que j'entendais à la maison, et ça faisait beaucoup rire mes élèves. Vos enfants, ils sont en province? Mes enfants, non, ils sont là. Non. Mais quand j'étais en province. Ils sont où? Là, dans le 93? Non, ils sont dans le 92, là où j'habite. Ils
Ils m'ont dit, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, maman, mais nous, on ne bouge pas. Tu vas où tu veux, tu reviens, mais nous, on ne bouge pas de chez nous parce qu'on reste avec nos amis, on reste là où on a vécu. Et à Voilà. Nanterre, vous êtes dans quel établissement? J'étais au collège Joliot-Curie. Bien. Eh bien, merci. Je vous en prie. Ah, c'est une petite chose quand même. J'ai toujours, quasiment tout le temps été dans des zones un peu difficiles. Hein, j'ai dans des zones où il y avait soit de la mixité sociale ou des zones, ce qu'on appelle des ZEP, des zones difficiles. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai un petit peu l'habitude du langage, un petit peu l'habitude des élèves. Mixité sociale, ça vous parle? Un mélange. Toutes les couleurs? Moi, je suis pas d'accord. La mixité sociale, pour moi, c'est pas toutes les couleurs. Sociale, on parle. Mixité sociale, c'est pas une mixité. Plusieurs langues. Donc oui, comment vous définiriez, Madame Gobetier, la mixité sociale? Des différentes catégories sociales qui sont représentées. Catégorie sociale aisée, catégorie sociale moyenne et catégorie sociale plus pauvre. Voilà. Et on peut être noir et riche. Hein? D'accord? Parce que mixité sociale, pour vous... pas beaucoup, hein? Bah, si, il y a des... On peut être noir et riche. Ils s'engagent tous. Voilà, donc c'est pas parce que... Il va dire c'est de l'argent sale. Après, oui, mais après, c'est des préjugés. Mais ça, tu peux rien en préjugés. C'est vrai. Les préjugés, ça, justement, c'est à vous de démontrer que ce n'est pas bien d'avoir ces préjugés. Bonjour. Excusez-moi, en fait, je cherche un banc pour recevoir des élèves. Je vois qu'ici, c'est pas possible. Non. Elle est dans son bureau, madame. Oui. Oui. Ça veut même pas que t'es contre. On est parti. Bon, bah voilà. C'est le bureau. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie.